Jean-Yves Le Gallou, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte Dutreuil. Je peux rapidement rappeler votre CV, Jean-Yves, même si les auditeurs vous connaissent. Vous êtes ancien député européen, président de Polémia, animateur d'Immédiat sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade et vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier, Mémoires identitaires, les dessous du grand basculement. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de remigration. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas étudié un sujet froid, chers auditeurs. Alors voici, on s'interroge sur cette grande thématique. C'est la première émission d'une série qu'on va tenter de mener sur plusieurs semaines. On va essayer de décortiquer cette thématique environ une fois par semaine. Donc on commence avec vous, Jean-Yves Le Gallou, et on s'interroge illusion ou solution. Qu'est-ce que la remigration? Peut-être pour commencer, un constat. Si aujourd'hui certains réclament la remigration, c'est peut-être parce que les solutions qui ont été tentées avant n'ont pas marché. En tout cas, c'est ce que l'on peut supposer, et notamment quand on se penche sur la question de l'assimilation. Oui, l'assimilation, ça a été le dogme, c'est encore parfois présenté comme la solution. Or, l'assimilation, elle peut marcher pour des individus, des individualités, mais elle ne fonctionne manifestement pas pour des communautés étrangères de plus en plus nombreuses, venues d'espaces culturels, civilisationnels de plus en plus éloignés. Et on voit très bien qu'à partir du moment où nous acceptons sur le territoire français de plus en plus de gens venus de pays arabo-musulmans ou venus de pays africains, eh bien, l'assimilation ne fonctionne pas et il y a des communautés qui se constituent de manière séparée et parfois et même souvent hostile. Voilà. Donc, ça n'est pas la solution. Alors, puisqu'on parle de remigration, je vais pas traiter l'ensemble du Mm. sujet. Je vais prendre quelques chiffres très simples. Vous avez actuellement en France sans doute plus d'1 million de clandestins. Vous avez à peu près 100 000 OQTF, hors de quitter le territoire français, qui sont délivrés chaque année. Et à peu près 10 000 qui sont appliqués. Et il y a eu un projet de loi, une loi même qui a été votée, qu'on a appelée la loi Philippine, qui prévoyait de renforcer la possibilité d'expulser non pas tous les clandestins, non pas tous les clandestins délinquants, mais les clandestins particulièrement dangereux. Et cette loi, donc qui était tout à fait périphérique par rapport à l'ampleur du sujet, importante sur le plan symbolique, puisque si cette loi avait été votée et préalablement et appliquée préalablement, la jeune Philippine serait encore vivante. Mm. Donc je ne dis pas que cette loi était négligeable, mais cette loi ne concernait qu'une toute petite partie du problème. Eh bien, le Conseil constitutionnel l'a cassée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un bouleversement de notre ordre juridique, politico-juridique, pour revenir à la souveraineté du peuple sur la question de l'immigration. Et que parmi ces changements, vous savez quelle est la première disposition à prendre en matière de remigration? Bah, vous allez nous le dire, Eh bien, Jean-Yves. je vais vous le dire. La première disposition à prendre en matière de rémigration, c'est l'arrêt des entrées supplémentaires. Mm. Voilà. Or, il entre aujourd'hui, chaque année, 500 000 entrées. Là, je parle des 340 000 ou 350 000 titres de séjour qui sont délivrés, plus les demandeurs d'asile, qui sont au nombre de plus de 150 000, dont un tiers à peu près obtiendra le droit d'asile, et donc 100 000, toujours à peu près, resteront dans la nature. Donc, on ne peut plus continuer comme ça, tout simplement parce que on n'a pas les logements, on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas les écoles pour accueillir tout ce petit monde supplémentaire. Voilà. Mm. Mais pour arrêter l'entrée, simplement arrêter l'entrée de 500 000 étrangers supplémentaires par an, il faut bouleverser notre ordre juridique, parce qu'aujourd'hui, qui décide qui a le droit d'entrer? Pour le regroupement familial, c'est le Conseil d'État. Pour le droit d'asile, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Et le Conseil d'État, là encore, quand il s'agit de faire voter une loi un peu plus restrictive
que celle qui existe, c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Donc, le pouvoir, c'est les juges. Et donc, si on ne remet pas en cause le pouvoir des juges sur l'immigration, on ne réglera aucun problème. On ne réglera pas l'arrêt d'entrée d'étrangers supplémentaires. On ne réglera pas l'expulsion des clandestins. On ne réglera pas l'expulsion des délinquants. On ne réglera aucun problème. Donc, la véritable condition de la remigration, c'est de reprendre le pouvoir au pouvoir judiciaire, à la dictature judiciaire. Aujourd'hui, les médias, même les hommes politiques, tentent de faire passer cette mesure de la migration pour quelque chose d'assez extrême. En réalité, quand justement on arrête de demander l'avis du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, mais qu'on s'intéresse à ce que pensent les Français, les résultats disent tout à fait autre chose. Il y a une étude IFOP qui est sortie en 2022, et on imagine que les chiffres ont peut-être même progressé depuis, qui expliquait donc que sur l'ensemble des Français, quand on leur parle du mot rémigration, eh bien, il y en a 66% qui considèrent que c'est un objectif qu'ils soutiennent, 66%. Donc, en fait, il y a un décalage énorme entre l'opinion publique et, dans l'imaginaire collectif, la façon dont est perçue cette mesure politique. Oui, et je pense que l'opinion n'est pas consciente de la réalité des 500 000 entrées chaque année imposées par la dictature judiciaire. S'ils l'étaient, mais ils n'en croiraient pas leurs yeux, ils n'en croiraient pas leurs oreilles. J'ajoute que cette question de la remigration est posée maintenant à l'échelle de beaucoup de pays européens. Elle est posée en Italie, elle est posée en Allemagne, elle est posée en Grande-Bretagne. Il y a eu un sommet de la remigration à Milan au mois de mai, où il y avait des représentants de chacun des pays européens, y compris dans certains cas de partis ayant tout à fait pignon sur rue, ayant une représentation importante. Tiens, simplement, en ce qui concerne l'Allemagne, le premier parti allemand aujourd'hui, en tout cas dans les sondages, c'est l'AfD, et l'AfD a pris clairement parti pour la remigration. La remigration est d'ailleurs la seule solution pour éviter la submersion. Parce que si vous n'avez pas la remigration et que vous cumulez tout un tas de facteurs, d'abord aujourd'hui, dans la population française et européenne de manière plus générale, il y a plus de décès que de naissances. Bon. Et par conséquent, la population n'augmente que par l'immigration. Donc ça, c'est le premier facteur du grand remplacement. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un taux de fécondité plus élevé dans les populations immigrées que dans les populations d'origine européenne. Et donc, c'est le deuxième facteur du grand remplacement. Vous avez en France aujourd'hui à peu près 40% des naissances, si on en croit les statistiques, les études qui ont été faites sur le dépistage à la drépanocytose, avant qu'on l'impose à tous les enfants pour ne plus mesurer, eh bien, vous avez 40% des enfants qui naissent qui ne sont pas d'origine européenne. Donc, on voit très bien que si rien n'est fait, eh bien, il y aura les Européens deviendront minoritaires en Europe, selon les pays, entre 2050, 2060, 2070, mais c'est la tendance générale. La seule manière d'inverser la tendance, c'est de mettre en œuvre des politiques de remigration. Alors là encore, cette théorie du grand remplacement, puisqu'elle était présentée comme telle dans les médias pendant très longtemps, aujourd'hui, elle est communément admise. Il y a quand même un changement de mentalité globale et on le voit, cette inquiétude concernant l'invasion migratoire et donc l'intérêt pour la solution de la migration va croissant, quel que soit le sujet, puisque par exemple, à Londres, lors de cette manifestation pour la liberté d'expression, c'était, lorsqu'on grattait un peu le sujet, en réalité, l'une des grandes revendications, c'était le droit justement à réclamer cette immigration, ou en tout cas à condamner et critiquer l'immigration et tous les maux dont elle s'accompagne. Voilà, alors permettez-moi de vous corriger. On doit dire normalement la théorie complotiste d'extrême droite du grand remplacement. Voilà. Je note. Il faut parler quand même un peu le politiquement correct sur cette radio, sinon ça devient très difficile. Bon, alors plus sérieusement, le grand remplacement, c'est un constat.
Mmh. Hein. C'est la formule de Renaud Camus, ouvrez les yeux, vous le voyez dans les rues, vous les voyez dans les salles de classe, à la sortie des écoles, vous Dans les les voyez dans transports les en commun. maternités, vous Mmh. les voyez dans les transports en commun, ouvrez les yeux. Donc c'est un constat. Et c'est un constat qui va aller en s'aggravant encore une fois, puisque chaque année, il rentre en France actuellement 500 000 étrangers supplémentaires. 500 000 étrangers supplémentaires. Ça veut dire, vous savez, il y a des écolos qui expliquent faut pas construire, faut pas bétonner. Ben Mmh. oui, les cocos, mais comment vous Oui. faites pour loger 500 000 personnes supplémentaires? Eh bien, moi, je vais vous dire, si on veut construire les logements qui correspondent à ces entrées supplémentaires, il faut bétonner pratiquement tous les ans le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Pour donner un exemple qui parlera aux Parisiens. C'est ça la réalité. Mais vous savez, si vous dites ça à un écologiste, il va vous répondre oui, mais l'arithmétique est une science fasciste. Voilà. Donc à ce moment-là, ça devient très difficile. La réalité, c'est ça. Donc, la première nécessité, si on parle de remigration, la première nécessité, c'est d'arrêter les entrées nouvelles. 500 000 par an, l'équivalent de l'agglomération de Toulouse. Bon. Ensuite, il faut faire repartir les clandestins qui n'ont aucun droit à séjour né ici. Et il faut aussi expulser les délinquants, et pas seulement les délinquants qu'on appelle dangereux, tous les délinquants, ça suffira à changer un petit peu le climat. Parce que comme l'a observé d'ailleurs assez justement Renaud Camus, les délinquants, c'est un peu les troupes de choc de l'occupation étrangère, c'est-à-dire c'est eux qui assurent le contrôle d'un certain nombre de quartiers et qui font que dans un certain nombre de quartiers, les Européens sont de facto chassés. Alors, Jean-Yves Le Gallou, je pense que la plupart des auditeurs partagent ce constat et d'ailleurs souhaitent effectivement que cette solution de la migration soit mise en place. Il y a certains analystes qui se présentent comme étant beaucoup plus pragmatiques et qui tentent de nous expliquer qu'en réalité, techniquement, eh bien, ce n'est pas possible de renvoyer tous ces clandestins, délinquants, QTF, parce qu'en réalité, ça s'accompagne de négociations compliquées avec les pays dont ils sont issus. On nous explique aussi que parfois, on ne sait même pas en fait d'où ils viennent. On nous explique que ça coûte beaucoup d'argent et puis que par ailleurs, philosophiquement, mettre quelqu'un de force dans un avion, c'est quand même un peu dérangeant. Alors, si vous voulez d'abord dire que c'est pas possible, c'est pas exact, puisque Trump a réduit de plus de 2 millions le nombre de clandestins aux États-Unis, donc ça prouve que c'est possible. La réalité, la seule véritable question, c'est de savoir qui décide. Mm. Qui décide? Est-ce que ce sont les 9 juges du Conseil constitutionnel? Est-ce que ce sont les quelques centaines de juges de la Cour nationale du droit d'asile? Est-ce que ce sont les quelques centaines de juges du Conseil d'État? Ou est-ce que ce sont les Français qui décident qui a le droit, et à travers eux, soit en votant par référendum, soit à travers le vote de leurs députés, qui décident qui a le droit de séjourner, d'entrer ou de séjourner ou non en France? C'est ça la question. Et derrière cela, il y a une question de volonté politique. Il y a une question de volonté politique. On a parlé de bras de fer avec l'Algérie. Les moyens de rétorsion de la France vis-à-vis de l'Algérie sont considérables. Considérables, ne serait-ce que parce que l'Algérie vit assez largement aujourd'hui des transferts d'argent des immigrés algériens à la première ou à la deuxième génération, y compris des immigrés algériens qui ont aujourd'hui la double nationalité, qui ont la nationalité française, ils vivent de cela, ce gouvernement. Donc, il est susceptible de contre-mesures. Voilà. Encore faut-il le vouloir. C'est une question de volonté. C'est absolument pas une question technique. Bon, de même, il faut expliquer à l'opinion que ce n'est pas au juge de décider qui a le droit d'entrer et de séjourner en France, alors qu'aujourd'hui, vous savez que si on applique les règles qui ont été fixées
par rapport à la question du droit d'asile. Dans le droit d'asile, il y a 2 types de droits. Il y a les gens qui viennent de pays en guerre, et il y a les gens qui sont susceptibles d'avoir des problèmes privés dans leur pays, parce que les petites filles peuvent être excisées, parce que les femmes peuvent être battues par leur mari, parce que les homosexuels sont mal vus. Et quand on cumule la population concernée par ces mesures, donc qui, si elles viennent en France et disent, voilà, j'appartiens à cette catégorie, on appelle ça un groupe social dans le jargon juridique de la Convention du droit d'asile et de son application par la Cour nationale du droit d'asile et par le Conseil d'État, ils sont 650 millions. Vous croyez qu'on peut accueillir 650 millions sur le territoire français ? Comment se fait-il que l'Afrique, qui est un continent très peu dense, se déverse sur l'Europe, qui est un continent très dense? Ça n'est pas supportable, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas durable. Et par conséquent, nous arrêtons les choses maintenant, ou nous engageons une politique de remigration, ou nous disparaissons derrière la submersion migratoire. C'est ça l'enjeu. Puisqu'on en est à parler du droit, vous nous parliez du droit d'asile, Jean-Yves Le Gallou, il y a une autre question, c'est cette question du droit du sol. Puisque aujourd'hui, si on parle de remigration, il y a des parents, par exemple, dans une famille qui pourraient être concernés par cette mesure. En revanche, leurs enfants, eux, sont nés en France, n'ont des papiers qu'uniquement français. Comment est-ce qu'on ferait avec ces enfants-là ? Et surtout, j'imagine que la réponse sera oui, mais vous militez pour une remise en question du droit du sol. Oui, alors, une petite précision quand même. Un enfant qui naît en France de parents étrangers ne naît pas français, contrairement à ce qu'on dit de manière erronée. Il peut devenir français, il a le droit à devenir français, il devient français à 18 ans, donc à sa majorité, et il peut anticiper cette demande à 13 ans. Voilà. Ce qui veut dire que de 0 à 13 ans, il n'est pas français, malgré effectivement cette disposition de droit du sol qui lui permet d'acquérir, de se voir attribuer la nationalité française à 18 ans, voire de manière anticipée de l'acquérir à 13 ans. Donc il faut rappeler ça. Ceci étant, ce droit du sol est parfaitement inadapté. Cela fait extrêmement longtemps que personnellement je milite comme beaucoup pour la suppression du droit de sol, avec un argument quand même assez simple que tout le monde peut comprendre. Le droit du sol, c'est quoi ? C'est j'appelle cheval toute vache née dans une écurie. Non, il ne suffit pas de naître en France si on est de parents étrangers, de culture étrangère, de civilisation étrangère, pour devenir français. Donc effectivement, il faut supprimer le droit du sol, ça c'est tout à fait clair, mais qui est un droit du sol aujourd'hui, un droit du sol différé. On en est parfois à la 3e ou 4e génération, donc il y a peut-être des parents qui sont d'origine de culture étrangère, mais qui, eux, effectivement, ont pris leur nationalité française à 18 ans, qui aujourd'hui vont avoir des enfants qui naissent parfaitement français. Alors ça, c'est exact. Alors si vous voulez, en matière de remigration, très souvent, on pose d'abord la question des immigrés à la 2e ou 3e génération, avant de poser la question des immigrés à la 1re génération et des immigrés qui rentrent. Donc personnellement, je pense qu'il faut traiter les problèmes progressivement, c'est-à-dire on arrête les entrées, on expulse les clandestins, on expulse les délinquants, on prive de séjour ceux qui vivent uniquement, les étrangers qui vivent uniquement d'aide sociale. Ça, c'est la première étape. Alors vous allez me dire, on dit... oui, mais il y a effectivement les immigrés à la 2e ou 3e génération. Alors, je crois qu'il faut quand même procéder par étapes. Si vous voulez atteindre un sommet, vous commencez par monter progressivement. Vous n'allez pas directement au sommet. Ça, c'est la dernière étape. Alors, je ne vais pas me dérober par rapport à cette dernière étape. S'agissant des immigrés de la
deuxième ou troisième génération. Je parle des immigrés, en l'occurrence, là, non européens, puisque le problème ne se pose pas pour les immigrés européens. Les immigrés de la deuxième, troisième génération, je crois qu'il y en a, on pourrait les distinguer. D'abord, ils sont binationaux, parce qu'en même temps qu'ils ont la nationalité française, ils ont la nationalité du pays d'origine, par le droit du sang, qui s'applique au pays d'origine. Bon. Vous voyez, par exemple, le fils Zidane peut jouer dans l'équipe d'Algérie, ou prétend vouloir jouer dans l'équipe d'Algérie, au regard du droit du sang. Voilà. Indépendamment de la nationalité française que son père a pu obtenir, et j'en passe. Bon. Alors, s'agissant des immigrés de la deuxième ou troisième génération, qui ont la nationalité française en même temps qu'une nationalité étrangère, je crois qu'on peut tout à fait distinguer trois catégories différentes. Vous avez un certain nombre de gens qui sont assimilés. Bon. Vous avez un certain nombre de gens qui ne sont pas assimilés, mais qui ne sont pas hostiles. Et puis, vous avez des gens qui sont inassimilés, hostiles et délinquants. Ben, il ne faut pas vouloir les traiter de la même manière. D'abord, les immigrés qui sont assimilés, bon, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas être concernés par la remigration. Les immigrés qui sont inassimilés mais qui ne sont pas hostiles, on peut peut-être les encourager à repartir, ne serait-ce que dans leur propre intérêt, mais ce n'est pas non plus un problème majeur. En revanche, les binationaux qui sont délinquants et hostiles, oui, ils auront vocation à repartir. Je dois dire que c'est un sujet important d'ailleurs, parce que l'encadrement dans ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers de l'immigration, l'encadrement est de fait par, très souvent, par des immigrés de la seconde ou troisième génération qui sont délinquants et hostiles. Donc c'est un véritable problème. Et au fond, ils ont vocation, à partir du moment où ils sont délinquants, ils ont vocation à aller en prison, et une fois la prison effectuée, à être déchus de la nationalité française et expulsés. Voilà. Mais ça n'est qu'une partie du problème. Et encore une fois, la partie des immigrés de la deuxième ou troisième génération qui est assimilée, il n'y a pas de problème particulier avec eux. Voilà. Alors, Arthur de Vatrigan nous a rejoint, mais on a encore 2 minutes pour discuter avec vous, Jean-Yves Le Gallou, et ensuite on passera à sa chronique et on terminera cette discussion jusqu'à 8h15 tous les trois. Dernière question, puisque vous disiez qu'effectivement, enfin, c'est ce que vous sous-entendiez, il y a aussi peut-être des mesures à mettre en place pour pouvoir inciter les gens qui seraient non assimilés à la culture française à quitter le pays pour des pays qui seraient plus en accord avec leur façon de vivre. Est-ce que vous pensez, par exemple, que donc, la réaffirmation de la culture française doit passer par la suppression des signes d'une autre culture? Donc, je passe par exemple l'interdiction de l'abattage halal sur le sol français. Oui, absolument. L'abattage halal, si vous voulez, le scandale de l'abattage halal, c'est que non seulement ces minorités bénéficient de cette filière d'abattage qui est une atteinte quand même terrible aux animaux et qui est un danger sanitaire. Ouais. Un danger sanitaire. On a parlé il y a quelques mois d'un certain nombre d'enfants qui ont été victimes d'intoxication. C'était une conséquence de l'abattage halal. Mais non seulement cette filière bénéficie, si je puis dire, aux représentants de ces minorités religieuses, mais elle s'impose aux autres, puisque notamment dans beaucoup de restaurants d'entreprise ou de cantines scolaires, comme il y a une minorité religieuse musulmane intolérante qui n'admet pas autre chose que ce type de nourriture, on l'impose à tous les autres. Donc le halal est un scandale absolu, puisqu'il ne s'agit, au-delà même de le permettre, l'accès à ce type de viande à la minorité qui est concernée, cette minorité qui est concernée l'impose à tout le reste. Évidemment, il faut revenir sur cela. On continue avec vous, Jean-Yves Le Gallou. Dans quelques instants, on fait une parenthèse avec la chronique d'Arthur de Vatrigan.
Ligne droite, Nous avons de la visite. le face-à-face. Nous discutions avec Jean-Yves Le Gallou de remigration, Arthur de Vatrigan, donc un vaste sujet. Et je reprends la discussion avec la question d'une auditrice qui donc, nous écrit en direct sur YouTube, qui nous dit: très beau échange, mais pensez-vous être capable d'occuper les postes que ces immigrés occupent aujourd'hui? Et c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent. Oui, mais aujourd'hui, tous ces immigrés, eh bien, ils travaillent à des postes que les Français ne veulent pas. Jean-Yves Le Gallou, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, deux choses. D'abord, quand on parle des postes que les Français ne veulent pas, ça dépend où. Moi, j'observe que si vous allez en dehors de la région parisienne, que vous allez dans la France périphérique, vous trouvez du personnel français dans les cuisines des restaurants et vous trouvez du personnel français le long des routes pour faire des travaux d'aménagement de lignes électriques ou d'amélioration des routes. Donc d'abord, ça dépend des endroits. Deuxième élément, les secteurs où on ne trouve pas effectivement de Français, comme le dit cette dame, pour occuper par exemple un poste en cuisine ou un poste dans le BTP, la région francilienne par exemple, eh bien si on ne trouve personne, c'est que les conditions de travail et de prix ne sont pas correctes et qu'on trouverait du monde si on payait plus correctement. Or aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a des salaires tirés à la baisse par l'entrée permanente d'étrangers supplémentaires, donc qui crée une certaine abondance de main-d'œuvre, alors qu'en même temps, on a un État social protecteur, un État-providence qui assure un minimum sans travailler. Donc l'écart l'écart de gain pour celui qui travaille par rapport à celui qui ne travaille pas est très faible. Et par conséquent, ça n'est pas supportable. Mais la réalité, ce n'est pas on fait venir des étrangers parce qu'on ne trouve pas de Français, des étrangers d'ailleurs souvent clandestins, mais on ne trouve pas de Français parce qu'on a des étrangers en masse sous-payés. C'est exactement l'inverse du processus. Le jour où il n'y aurait plus de clandestins dans le BTP et d'immigrés fraîchement arrivés dans le BTP ou dans la restauration, eh bien, on trouverait du monde parce que les conditions de travail seraient meilleures, que les prix seraient meilleurs. Peut-être faudrait-il qu'effectivement, les gens qui vont au restaurant payent plus cher. Mais je dois dire, quand vous allez dans des restaurants qui sont parfois chers et qu'ils chipotent en cuisine pour avoir des gens clandestins ou arrivés fréquemment, je trouve que c'est pas admissible. Les Uber, les gens qui se font livrer le repas, les gens de la bourgeoisie parisienne qui se font livrer les repas par des types en vélo arrivés d'Afrique et sous-payés, ça n'est pas admissible. Et pas très humaniste par ailleurs. Et parce pas que c'est très souvent les humaniste mêmes par qui- ailleurs, non. Arthur de Vatrigan, votre avis sur cette question de la rémigration? On se demande donc dans cet entretien s'il s'agit d'une illusion ou véritablement d'une solution. Quel est votre avis? Je voudrais revenir sur la question de votre auditrice, parce que je partage complètement ce qu'a dit Jean-Yves. Moi, je prends toujours l'exemple de mon petit village du Périgord, où j'ai la chance d'y aller en vacances, donc toutes les vacances scolaires en général. Bah, je vous promets que les poubelles sont ramassées, que les restaurants sont ouverts, que les bâtis sont construits et que les livreurs Amazon, ils viennent pas, ils ont pas la tronche des Victor Hugo venus du Sahel. Donc ça, c'est vraiment un prétexte bidon. Ensuite, évidemment que on sait que le modèle économique français, c'est la consommation. Il faut surconsommer, donc il faut toujours alimenter la pompe et la perfusion à consommer. Et c'est surtout vrai pour les grandes métropoles. Donc il faut que tout ce qui permet de consommer tourne H24, à savoir les restaurants, les livraisons. Et donc, évidemment que l'immigration permet non seulement de tirer à la baisse sur les salaires, mais d'assurer la perfusion. Pourquoi? Parce que si vous regardez, qui habite dans les HLM, par exemple, aux abords des villes ou dans les villes les plus proches de Paris? Bah, c'est majoritairement des immigrés. Et donc forcément, bah, le petit Français de souche, bah, lui, on sait comment ça fonctionne. Comme il se retrouve en minorité culturelle et civilisationnelle, il s'en va. Et donc, en fait, il n'a plus les moyens de pouvoir habiter proche de Paris et donc de travailler à Paris, par exemple. C'est pourquoi on ne les voit pas. Il n'y a pas qu'une question de salaire, il y a une question aussi, quand vous habitez à 3 heures de Paris, bah, vous ne pouvez pas faire la plonge dans les restos. Ça, Mm. c'est une réalité.
Concernant votre question sur la remigration, il faut toujours se rappeler de Paul Valéry. Alors on connaît la phrase: «Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels». Mais on oublie souvent la suite, c'est dans la crise de l'esprit. Elam, Nivive, Babylone étaient de beaux noms vagues et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie seraient aussi de beaux noms. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Donc il semblerait que nous allons mourir, et a priori personne n'aime mourir ou ne veut mourir, donc il faut comprendre les causes de notre perte. Il y en a plusieurs évidemment, mais même un aveugle pourrait pallier celle du remplacement de population. Sauf à penser que les individus sont interchangeables, bah, ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent pas à poil. Ils viennent avec une culture, une civilisation, des mœurs, des règles, même parfois des lois. Alors quelques-uns, évidemment que c'est pas grave, sauf qu'on a découvert, pour ceux en tout cas qui aiment les chiffres, qui veulent des preuves, bah, que c'est pas que quelques-uns, que c'est une masse. L'exemple même dont on parlait tout à l'heure, à savoir des emplois que les Français, soi-disant, ne veulent pas, bah, c'est parce qu'il y a une concentration de personnes au même endroit et qu'ils se sentent exclus. Donc, il y a plusieurs questions. Première réponse, évidemment, c'est on arrête la pompe aspirante. Sauf que quand on voit énormément de gens qui sont déjà sur notre territoire, comment on le fait? Parce qu'on ne peut pas assimiler un peuple, on ne peut pas assimiler une masse. Donc, forcément, il doit y avoir plusieurs solutions. Et la remigration fait partie de cette solution. Mais ce qui est assez amusant, c'est en fait, il y a des institutions très officielles et souvent citées par la gauche qui prônent la remigration. Prenez l'ONU, par exemple. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, septembre 2007. Qu'est-ce qu'on lit? Article 33. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes ou à leurs traditions. Article 9. Les autochtones, peuples et individus ont le droit d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone conformément aux traditions, coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Article 13. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer, de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leur tradition orale, leur philosophie, leur système d'écriture. Donc, si vous voulez, l'ONU fait la promotion de la tradition, de la transmission. Bon, bah, ça veut dire que ça fait partie des choses qui sont indispensables, qui sont nécessaires, qui sont prioritaires. Donc, si quelque chose les empêche, ça veut dire que beaucoup de moyens sont possibles pour arrêter ça. Et après, je peux prendre l'exemple de l'Union européenne, c'est assez marrant aussi. Septembre 2017, Jean-Claude Juncker, qui était alors président de la Commission européenne, bon, il se prenait pour le président des États-Unis de l'Europe, mais bon, qu'importe, il prononce un discours à Bruxelles sur l'état de l'Union. Et au chapitre de l'immigration, il dit: concernant plus particulièrement les retours, et le mot est mis en gras sur la transcription officielle, je voudrais répéter que les personnes qui ne sont pas droit de séjourner en Europe doivent regagner leur pays d'origine. Donc, si vous voulez, il y a l'ONU qui vous explique que la sauvegarde de votre civilisation est indispensable et c'est écrit dans une déclaration. Et puis, vous avez à l'UE l'ancien président de la Commission qui vous explique que la remigration, c'est possible. Donc, alors, évidemment, on sait très bien, parce que c'est une connotation soi-disant d'extrême droite, parce que c'est un épouvantail qu'on agite pour gueuler au racisme et compagnie, que les gens s'opposent, en tout cas les institutions, les élites, les médias s'opposent à la remigration, alors que la remigration est tout à fait légitime. La question que pose Louis aujourd'hui en sondage aux auditeurs qui nous suivent sur YouTube et X, c'est: pensez-vous que si la remigration est mise en place, elle pourra se faire de façon pacifique? Jean-Yves Le Gallou, c'est vrai que c'est une crainte que certains Français pourraient avoir. Si demain on met en place la remigration, ça finit en guerre civile. Et si demain on ne met pas en place la remigration, est-ce qu'on n'aura pas aussi, et la guerre civile est peut-être dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce qu'aujourd'hui vous avez des quartiers entiers du territoire, et pas seulement en Seine-Saint-Denis, qui échappent à la loi française, et où il n'y a pas, entre guillemets, de guerre civile, parce qu'on a admis de perdre ces territoires, et qu'on a admis que dans ces territoires, les Européens en soient chassés. C'est-à-dire, je pense que ce discours, c'est un discours, le discours, bah oui, mais ça va peut-être mal se passer, est un discours de renoncement, parce que si on ne fait rien, ça se passera encore plus mal. Et je crois que de ce point de vue-là, la remigration doit être prise comme un discours d'espoir pour les générations futures, pour éviter la submersion, pour éviter la domination. Parce que, je vais vous dire, le jour où les Européens seront minoritaires sur leur propre pays, ça ne se passera pas forcément beaucoup mieux pour eux que ça se passe pour les Blancs qui sont encore restés en Afrique du Sud, pays dont il faut quand même rappeler qu'ils l'ont construit. Voilà. Arthur de Vatrigan, même question sur cette
menace Mmh. d'une guerre civile qui pourrait éclater si jamais on met en place la rémigration? Bah, les actes de guerre, on en connaît tous les jours en France. Mmh. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on attend, plus ça va être violent. Si vous regardez la chronologie, vous faites un petit coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 40 ans, on vous expliquait fermer les frontières, c'est inhumain. 40 ans plus tard, on vous explique, c'est vrai qu'on aurait dû les fermer, mais la remigration, c'est inhumaine. Bah, après, ça va être quoi? En fait, le problème, c'est ça, c'est plus on attend, plus ça va être violent, plus ça va être tragique, plus ça va être dur. Donc après, une remigration organisée, et je crois que Jean-Yves a très bien travaillé sur le sujet avec différents niveaux, ça peut se faire pacifiquement parce que de toute façon, quand vous avez un État qui est fort, des politiques qui assument et que vous avez une organisation pour le faire, pourquoi voulez-vous que ça soit violent? Ça va être tragique, ça va être dur pour les personnes qui doivent remigrer, c'est évident, mais si c'est nécessaire à la sauvegarde et à la survie de la France, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Mmh. On parlait de dissuasion, culturelle parce qu'évidemment, il y a tout un tas de mesures à mettre en place avec, donc l'arrêt total de, l'entrée des nouveaux immigrés, évidemment l'application des OQTF, puis ensuite, l'expulsion des délinquants d'origine étrangère. Est-ce que vous pensez, Arthur de Vatrigan, qu'une forme de dissuasion culturelle en réaffirmant l'identité française et en l'opposant aux autres, cultures qui ont tendance à se développer sur le sol français, serait, pertinente? Dans l'occurrence, par exemple, on parlait de, la suppression de l'abattage halal ou de la nourriture halal dans les cantines scolaires, enfin tout ce genre de choses. Ah, oui, sur le principe, oui, mais pour moi, c'est du détail. C'est-à-dire que le problème, c'est quand vous avez un corps social contraire, vous pouvez rien imposer. Alors il y a si les personnes issues de l'immigration ou des immigrés sont en minorité en termes de nombre, vous pouvez en effet assumer, des règles, des coutumes, des mœurs, des lois, qui sont pas celles, qu'il a connues avant en arrivant ici et celles de son pays d'origine. Vous pouvez l'imposer parce que vous êtes majoritaire. Mais malheureusement, il y a plein d'endroits en France où vous êtes minoritaire. Par exemple, si on prend l'exemple de l'école, parce qu'on en parle à chaque fois, Mmh. on nous dit oui, il faut imposer telle chose, il faut imposer de telles règles, on va créer telle loi. Et si vous avez 80% d'enfants dans une école ou dans une classe qui est issue de l'immigration arabo-musulmane, qu'est-ce que vous voulez imposer? Vous pouvez rien imposer. Vous avez un corps social contraire. Une loi triomphe jamais dans un état social contraire. Donc la question, c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on est minoritaire? Alors il y avait l'idée de Macron, mais moi sur le principe, je trouvais que c'était pas bête, hein. Dispatch sur le territoire. Bon, le problème, c'est qu'on sait qu'en fait, à chaque fois, c'est nous qui perdons. Mais si vous voulez assimiler, il faut que vous soyez majoritaire. Sinon, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, je parlais là un peu plus tôt là de nos civilisations mortelles en disant qu'évidemment que la remigration faisait pouvait être une des solutions, mais il ne faut pas oublier dans l'assimilation qu'il serait aussi temps d'assimiler les Français de souche. Parce que je vous rappelle que, alors par l'école, par le service public, par tout ça, qui ont travaillé à la haine de la France, à la haine de notre histoire, bah, des milliers, des millions de Français dits de souche sont prêts aujourd'hui à sacrifier la civilisation qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Parce qu'ils participent activement au basculement civilisationnel aussi, parce qu'ils épousent, alors on a parlé du soft power américain dans les années 80, là on a le soft power islamique, ça se trouve dans 10 ans ce sera le soft power chinois. Il y a aussi des millions de Français qui ne sont pas assimilés Mmh. et ça serait bien aussi de commencer par eux. Jean-Yves Le Gallou, sur cette question, de l'assimilation des Français de souche, effectivement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le corps social français est suffisamment homogène pour pouvoir s'accorder sur ce type de solution que serait la remigration? Oui, je pense qu'on peut s'accorder sur la migration qui peut apparaître comme un espoir, comme un mythe porteur d'espoir. Mais pour répondre à ce qu'a dit Arthur de Vatrigan, je dirais deux choses. D'abord, l'éducation nationale, elle s'est perdue parce qu'elle a retiré tout ce qui était français pour les autres, même là où ils sont minoritaires. Or, aujourd'hui, il y a un clivage dans les écoles, puisque les gens choisissent, les Français quand même, choisissent pour beaucoup des écoles où leurs enfants vont se retrouver avec d'autres Européens, soit certaines écoles publiques en fonction de la carte scolaire, soit des écoles privées. Il faudrait déjà que ces écoles-là puissent librement redévelopper la transmission de la culture française, de l'histoire européenne, ce que ne permet pas actuellement
les programmes scolaires. C'est le premier point. Deuxième point, par rapport au rapport minorité-majorité, je reviens sur la question du halal. Aujourd'hui, le halal, c'est la minorité qui impose sa loi à la majorité, par l'intermédiaire de tout ce qui est collectif. Et puis tout simplement par l'intermédiaire de la géographie. Parce que dans les enfants qui ont été victimes d'intoxication alimentaire il y a quelques mois à cause du halal, il y avait des enfants, tout ce qui est le plus européen, mais les parents allaient faire les courses à la boucherie halal parce que c'est celle qui était à proximité de chez eux. Donc le halal, c'est typiquement un domaine où la minorité impose sa loi à la majorité, avec la complicité de la majorité, la complicité des responsables d'entreprise pour les cantines scolaires, la complicité des maires, la complicité des responsables d'entreprise pour les cantines d'entreprise, les restaurants d'entreprise, la complicité des maires pour les cantines scolaires, mais c'est la minorité qui impose sa loi à la majorité. Ça, c'est quand même assez facile de renverser la table. Ça devrait être assez facile de renverser la table sur ce domaine. C'est assez facile, mais l'un des arguments qui est avancé, c'est quand même que chacun doit pouvoir pratiquer son culte en France et en l'occurrence, c'est un aspect très religieux et ça va être difficile d'expliquer à des millions d'individus qu'en réalité, ils ne peuvent plus agir selon ce que leur religion leur demande. Il faudrait déjà qu'ils cessent d'imposer ce que leur religion leur demande aux autres. La première étape par rapport au halal, ce serait, avant même de l'interdire ou d'interdire l'importation de viande abattue de manière halal, la première règle, ce serait de... Vous voyez, alors là, je ne vais pas être très révolutionnaire, ce serait d'étiqueter. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu quand il y a eu le projet d'étiquetage, il y a eu un certain nombre de votes qui ont fait qu'il n'y a même pas d'étiquetage. C'est-à-dire qu'on cache la réalité aux gens. Arthur de Vatrigan, je crois que vous vouliez réagir. Oui, une société libérale présuppose une société homogène, et homogène culturellement. Et si vous regardez, en fait, il n'est pas question de religion. Et c'est pourquoi on se plante à chaque fois quand on agite la fameuse laïcité, notamment à l'école depuis 89 et l'affaire du voile de Creil. On n'a pas un problème avec une religion, on a un problème avec une civilisation. L'islam est une religion, ok, mais c'est surtout aussi un code civil, ce sont des règles vestimentaires, ce sont des règles de nourriture, ça va jusqu'à régler le mariage, l'héritage. C'est une civilisation qui s'oppose à la nôtre. C'est pas un problème religieux. Ensuite, je voulais juste revenir sur ce que disait Jean-Yves Le Gallou sur l'école. En effet, évidemment que la majorité des Français, en tout cas ceux qui peuvent se le permettre, dès qu'il y en a une qui est à côté ou dès qu'ils ont les moyens de transport qui vont avec, ils mettent leurs enfants dans le privé. C'est évident. Et notamment tous les Français qui sont hyper humanistes, hyper inclusifs, qui veulent ouvrir les frontières. Mais c'est là où on voit la plus grande fourberie parce qu'ils mettent leurs enfants dans une école privée uniquement pour des questions ethniques et des questions sécuritaires. Alors qu'ils ne font même pas le lien eux-mêmes. Parce que si vous regardez, à chaque fois dans ces écoles privées, dès que ces écoles refusent d'épouser le dogme gauchiste, ce sont les premiers parents à pétitionner, à gueuler, à se plaindre et à faire des scandales. Donc en fait, ils ne choisissent pas l'école privée parce que il va y avoir une transmission de la tradition, de l'histoire française, parce qu'ils vont bien savoir lire, écrire et compter. Ils le font uniquement pour des raisons ethniques et sécuritaires. Et donc, ça ne réglera pas le problème. On va terminer sur ces mots. Merci Arthur de Vatrigan pour votre chronique et merci d'avoir participé à cet échange avec Jean-Yves Le Gallou sur la remigration. Chers auditeurs, je vous le disais, c'est une thématique qu'on va explorer dans les semaines à venir. On va tenter de vous présenter un sujet hebdomadaire à ce propos, histoire de décortiquer tous les aspects de la question. Donc Jean-Yves Le Gallou, merci d'avoir introduit cette série. C'était passionnant. Arthur de Vatrigan, encore merci. Bonne journée à tous les deux et à très bientôt. Merci.